Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi en direct et nous allons suivre l'hommage qui est rendu aux 2 soldats, aux 2 militaires qui ont été abattus en libérant les 2 otages qui étaient détenus au Bénin. Un hommage national qui est rendu ce matin aux Invalides, à ces 2 membres des forces spéciales. Si vous ne suivez pas les images, on va vous commenter. Il y a tous les corps de l'armée qui sont là, toutes les forces d'intervention, évidemment les familles sont là. On va écouter, on écoutera dans un instant le président de la République et puis les hommages, certains des hommages qui leur seront rendus pour commenter cette cérémonie. Bruno Pomar, maire de Belleflou, bonjour. Bonjour. Vous avez participé et collaboré à la fondation du RAID. Éric Vérac, fondateur de Décider et Entreprendre. Carl Olive, maire Les Républicains de Poissy. Éric Joly, président fondateur du cabinet conseil Clay. On voit effectivement la cour des Invalides. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu ceux qui sont là. On a rarement vu autant de militaires présents dans la cour d'honneur des Invalides. Oui, ce sont des frères d'armes, comme on dit, avec le GIGN, le RAID, toutes ces unités spécialisées qui sont présentes évidemment pour rendre hommage à nos héros, à ces nageurs de combat qui appartenaient au commando Hubert. C'est vrai que c'est des moments compliqués, difficiles pour toutes ces unités d'intervention, mais on sait le risque, on connaît le risque de mourir en opération, effectivement. Mais là, on voit effectivement qu'il y a une véritable cohésion. C'est intéressant de refaire un petit peu d'histoire, Valérie, si vous voulez bien, par rapport à ce qui se passe là. Remontons à 72, Munich, les Jeux Olympiques et la création du GIGN. Ensuite, le RAID est venu en appui quelques années après. Et évidemment, toutes ces unités spécialisées, depuis le commando Kiefer, après la guerre, voilà, on a su la France par rapport à tous les pays du monde, je dis bien. On a eu de l'avance, je dirais, sur toutes ces problématiques de terrorisme, de prise d'otages et autres. Et on voit encore une fois que nos spécialistes, ces commandos Hubert, sont capables d'intervenir partout dans le monde avec des militaires hyper préparés, hyper entraînés. Moi, j'ai eu l'occasion de les côtoyer à Saint-Mandrier, j'étais au RAID. Je peux vous assurer que c'est sacré gaillard. On l'a vu, ce qu'on a pu lire qui sur vivent dans un anonymat total. Un anonymat total. Aussi bien nous, RAID, que GIGN, on peut nous voir plus facilement. Mais ces commandos-là vivent dans l'anonymat complet, je dirais même dans la clandestinité, parce qu'ils opèrent sur des théâtres d'opération très très compliqués. Et leur rendre évidemment un hommage, ça c'est tout à fait normal. Voilà, Après, il y a beaucoup de questions qu'on pourra développer sur notre présence au Sahel, sur le fait que la France soit un peu seule, sur le fait qu'il n'y ait pas de négociations. On a 4000 soldats sur place là-bas. Le président de la République est en train d'arriver avec sa femme. Il salue l'état-major des armées, les chefs d'état-major des armées. Vous êtes nombreux à réagir sur notre site, sur le Facebook Live de l'émission. Grosse pensée pour les familles. Beaucoup de gens qui sont en colère qu'on ait perdu 2 hommes de cette valeur pour aller libérer des otages. Bon, je pense que la journée n'est pas forcément à la polémique. Carl Olive. Effectivement, il y a le côté déchirant et l'admiration pour une nation qui est unie face à l'horreur, parce que c'en est une, et de rendre hommage autant que faire se peut à 2 héros qui seront 2 héros morts pour la France est juste à la fois finalement normal et exemplaire, mais aussi, pardon de le dire, la colère qui nous étreint également, parce que est-ce que ces morts n'auraient pas pu être évitées ? Je pense qu'on en reparlera, mais c'est peut-être pas le moment. Mais bon sang, quand des touristes veulent aller effectivement faire des safaris, on a ce qu'on appelle le Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères on en a parlé assez longuement hier. En même temps, hier soir, l'émission Quotidien a fait quelque chose d'assez intéressant. Ils sont allés voir sur le site américain, qui est l'équivalent du Quai d'Orsay, comment étaient classés les différents pays. Et la France, figurez-vous qu'elle est en jaune, de la même manière qu'était le Bénin. Donc l'appréciation, elle est très très compliquée aussi. Donc, hier, on a un petit peu tempéré cette espèce de haine qu'il y avait vis-à-vis de ces otages. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cet assaut ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un assaut alors qu'en général, il y a des négociations, on paye, on fait payer cette décision d'intervenir. Éric Joly. Je pense que le cas de l'otage restante montre que, ce qui a été assez bien expliqué d'ailleurs par son fils, que si on n'intervient pas très vite, avant qu'il soit complètement organisé, etc. Je ne suis pas un spécialiste, non, mais allez-y. C'est ce que j'ai compris. C'est beaucoup plus difficile après. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu... C'est d'ailleurs pas la première fois. Vous vous souvenez, en Somalie,
Il y avait eu à l'époque du président Hollande. Et la complexité dans ce type d'opération, c'est qu'on a vu, alors vous disiez à juste titre Valérie, effectivement le Bénin était en jaune comme la France, mais il y a juste un petit détail qui n'est pas moindre, c'est que quand vous regardez l'Afrique, je ne suis pas spécialiste de la géopolitique, mais c'est quand même tout rouge au milieu entre le Niger, le Mali, ça jouxte le Bénin. Le terrorisme n'est pas loin quand même. Et en plus, c'est des groupes. Autant en France, on arrive à anticiper des choses. Éric je pense qu'il faut. Oui, mais en particulier là-bas, monsieur. Il ne faut pas regarder le doigt, il faut regarder la Lune. Absolument. Le problème de fond, c'est quand même que le Bénin, comme le Togo, sont d'anciennes colonies françaises qui étaient idylliques il y a encore 10 ans. Et la question, elle est quand même de comprendre pourquoi, alors que nous faisons la guerre avec l'opération Barkhane depuis 5 ans au Mali, pour lutter contre le développement du terrorisme salafiste dans cette région, non seulement ce qu'on appelait quand j'étais petit la Haute-Volta, c'est-à-dire le Burkina Faso, est devenu une terre terroriste, alors que ça fait quand même 5 ans qu'on est là pour empêcher ça. Mais maintenant, le terrorisme est en train de se contaminer à nos anciennes colonies les plus belles et les plus pacifiques. Et le sujet, quand même, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de voir que le terrorisme et l'islamisme est en train de nous supplanter petit à petit, de supplanter notre influence en Afrique de l'Ouest, et que manifestement, on a un sacré problème qui va bien au-delà de la terrible mort de ces 2 militaires. Oui. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'appréciation dans les États-Unis, c'est que pour les Français, il faut regarder par nationalité. Et effectivement, je pense que les Français sont une cible de choix dans ces régions-là, pour les raisons que vous venez d'expliquer. Les engagements extérieurs. Donc, ce qui peut-être pour un Américain, encore qu'il y avait quand même une otage américaine, est moins un danger, plus pour un Français dans le contexte qui est celui que vous venez de rappeler. Mais l'efficacité de l'opération Barkhane avec ces 4500 hommes dont rappelait Bruno tout à l'heure, l'utilité, c'est effectivement, à mon avis, un travail efficace qui a lieu, sauf qu'on est aussi sur des poches... Il y a des doutes. Même le ministère des Affaires étrangères ne cache pas ses doutes sur le sujet. On peut aussi avoir des poches parfois isolées qui permettent derrière d'avoir un peu plus de pouvoir quand ces poches-là se mettent en action et viennent derrière tout simplement dans un entonnoir qui était en direction du Mali, où là, effectivement, on peut perdre trace. Ouais, vous savez, le président de la République, je commente un petit peu l'image qu'on voit à la télévision, est en train de passer en revue les troupes. Il passe effectivement solennellement devant tous ces militaires qui sont rassemblés dans la cour d'honneur des Invalides. Oui, pardon. La difficulté au Sahel pour les groupes d'intervention, ou pour les militaires qui sont présents de façon générale, puisqu'il y a l'ONU aussi qui est présente pour assurer la sécurité, mais les groupes qui interviennent, les 80, évidemment, plus les forces locales, je dirais, il faut savoir que c'est d'une complexité, une espèce d'épicerie dans le terrorisme actuel qui se trouve dans ces pays, qui est considérable pour les forces spéciales. Heureusement encore que les forces spéciales et le ministère de la Défense disposent de moyens technologiques de top niveau, mais il faut savoir qu'on a une espèce de terrorisme, ce qu'on disait le terrorisme low cost à un moment donné en France avec les jeunes qui partaient vers ces horizons-là. Il faut savoir qu'il y a des groupuscules qui se revendiquent d'Al-Qaïda, qui se revendiquent de toutes les grandes mouvances terroristes, qui sont difficilement quantifiables, localisables, etc. Et ça, pour les forces spéciales, c'est un travail. Mais on va y rester toute la vie là-bas. Ils sont financés par qui, c'est une vraie question. Oui, mais l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on a tous le soupçon que ce terrorisme est nourri par l'Arabie Saoudite, qui vise à nous déstabiliser partout dans le monde, et que dans le même temps, nous multiplions les gestes d'amitié vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et de Mohamed Ben Salman, qui est sans doute l'un des principaux acteurs de cette déstabilisation. Moi, je vous parle de la difficulté pour les forces de l'ordre. Ça pose la question de la stratégie française et celle du président de la République. Mais il faut être présent. Moi, je trouve qu'il faut être présent. Je pense que c'est essentiel est-ce qu'il faut être présent et est-ce qu'on n'est pas un peu seul aujourd'hui au Sahel? Le président de la République, en ce moment, est en train de s'adresser aux familles des deux militaires. Il parle à l'une des compagnes, visiblement, d'un des 2 soldats. Ce sont des images terribles. Oui, c'est des moments difficiles, surtout pour ces gens des unités. Vous savez, on vit les uns avec les autres pendant des semaines et semaines, et surtout ces troupes spécialisées. Je pense au commando Hubert, mais à d'autres commandos appartenant à la Légion. C'est des métiers où les gens sont unis jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour malheureusement ce qui est arrivé là. Mais c'est vrai qu'il y a une vie qui est particulière, qu'on
je pense pas, puisse connaître ailleurs. Moi, je l'ai vécu pendant 12 ans en raid. Je peux vous assurer qu'on a des relations très très fortes. Et voilà, c'est des moments terribles à vivre. Ils le savent, les militaires. Ils le savent, et les compagnes qui sont exprimées l'ont dit également. C'est formidable. Les parents qui parlaient avec... Waouh, c'est impressionnant, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Alors maintenant... Est-ce qu'on a une photo de tous les otages ? Parce que non, le fond de l'affaire, c'est que c'est la première fois qu'on voit des otages de plusieurs nationalités qui sont en effet sauvés de cette façon. Et il y a une otage dont on ne voit jamais la photo. Américaine. Oui. Mais on sait pourquoi. Les États-Unis, je crois, ont demandé. Je pense que c'est. Oui, mais pourquoi officiellement. C'est quand même curieux cette affaire. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une ne partons pas d'un complotisme. Non, mais attendez, c'est vrai qu'on peut s'interroger. C'est à la mode. Excusez-moi, mais le complotisme, c'est le pipi de chat, cher monsieur. Oui, mais c'est à la mode. La question, c'est pourquoi les États-Unis ont-ils la faculté d'interdire aux médias français de publier la photo d'une otage? C'est vrai que le journal du dimanche a publié une photo avec les deux. Je peux vous répondre. Qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas? Peut-être des questions de sécurité. Des questions de sécurité, tout simplement. La théorie des touristes comme ça, elle vous paraît pas curieuse? Écoutez, mais faut pas non plus. La capacité d'interdire, vous savez pas, parce que vous savez pas s'il y a eu des photos qui ont été prises de cette personne-là. Si, dans le journal du dimanche, il y a une photo des deux otages, de l'otage sud-coréenne, et on voit le bras de l'américaine, et dans la légende est expliqué que les États-Unis ont demandé à ce que la photo ne soit pas diffusée. Effectivement, on peut d'où vient que le journal du dimanche cède à une injonction des autorités américaines. Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300, si vous voulez réagir à cet hommage national qui vous bouleverse et qui vous, évidemment, vous mobilise, nombreux sur les réseaux sociaux. On vous écoute et on vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, en direct avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Nous sommes avec vous pour commenter cet hommage national qui est rendu à ces deux soldats, ces deux commandos des forces spéciales qui ont été tués en fin de semaine dernière dans le nord du Burkina Faso lors de l'opération de libération. Des images terribles, dramatiques de ces familles dans le deuil, dans la peine, dans la souffrance, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, Bruno Pomar, ces militaires sont engagés pour défendre la France et savent les risques qu'ils courent. C'est toujours assez terrible. C'est toujours poignant, mais je crois qu'il y a une émotion particulière en l'occurrence, parce qu'ils n'ont pas été tués en opération contre des ennemis qu'ils pourchasseraient, comme ça a été le cas malheureusement régulièrement depuis le début de l'opération, mais pour aller sauver d'autres Français qui avaient commis une imprudence. Je pense que ça donne... Donc, j'ose pas dire une mort inutile, mais d'une certaine manière. Et ça donne une dimension dramatique qui est, je pense, encore plus forte que d'habitude. Et c'est le sentiment qu'on voit au travers des images qu'on voit actuellement avec la présentation effectivement des défunts. C'est le sentiment d'une espèce de solennité, une espèce de posture effectivement que l'on entend, mais aussi une espèce de colère froide à l'endroit de l'État, pour reprendre les propos de Monsieur July, auxquels je souscris. Pourquoi Pourquoi C'est-à-dire, comment vous expliquez le fait que ces portraits c'est une manifestation de colère froide? Parce que je pense, comme ici peut-être autour de la table, que par imprudence, effectivement, nous avons deux compatriotes qui ont été sauvés au prix de deux vies, qui certes font partie du métier, mais qui sont peut-être en marge du métier quand on attend de nos militaires d'aller défendre la France au travers de la guerre et pas l'inverse. Moi, je suis pas, je peux me permettre de donner mon avis, je suis pas entièrement d'accord. Dans ce cas-là, est-ce qu'on fait comme en Angleterre, où on refuse de vous soigner parce que vous avez fumé? Si vous avez un cancer, c'est tant pis pour vous. Est-ce qu'on ne va pas secourir des gens qui sont partis en tongs escalader le Mont Blanc? Est-ce que, l'imprudence, elle est pas aussi flagrante. Visiblement, il y a quand même une polémique autour de l'imprudence ou non des deux touristes. La zone était jaune, elle est passée rouge après l'enlèvement. Elle était jaune comme Madagascar, par exemple. Moi, je suis allé cet été à Madagascar. Mais comme la Tunisie, comme Israël, comme l'Égypte, etc. Non, moi, je pense qu'il est urgent sur cette affaire de ne pas se presser. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel empressement, notamment du pouvoir exécutif, de faire dire aux touristes qu'ils avaient été imprudents, que je pense qu'il vaut mieux laisser le temps de dénouer le fond du dossier, parce que la présence de ces 4 personnes prises en otage, moi, elle ne me paraît pas, à ce stade, expliquée de façon totalement convaincante. Nous manquons d'une base objective de fait pour les qualifier. On a Hervé en ligne avec nous. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. On vous écoute. Voilà, alors, tout connement, c'est comme ça. Ces deux touristes, les pauvres, ils vont dans un pays...
ils pensent que bon, ça risque rien. Et puis finalement, au bout de quelques jours, ils sont kidnappés. Voilà. Ils sont kidnappés, il y a une demande de rançon. C'est tout couillon. Non, il n'y a pas eu de demande de rançon. Il y a, enfin, pour a priori, on la connaît pas, en tout cas. Je vais vous expliquer très vite. En termes militaires, puisque moi, après l'armée, j'ai été dans les rachras. C'est quoi les rachras, pardon? Les crages. Voilà. Ils les kidnappent. Ils ont été kidnappés. Ils ont demandé une demande de rançon. Ça n'a pas abouti, mais personne ne l'a su. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait de ces touristes? Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'on ne peut pas avoir de rançon, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, ils convoquent telle et telle personne, l'armée, qui est venue. Et les pauvres militaires, ils sont allés, oui. Mais seulement, qui c'est qui a donné ordre? Attention, hein. Je demande à ce que ça soit enregistré, ce que je dis. Hein. Oui, vous l'êtes. Vous êtes en direct, il ne faut pas vous couper. Voilà. Mais c'est le président de la République qui a... Qui c'est qui a donné le rendez-vous? C'est bien la mafia. Ceux qui les ont kidnappés. Vous viendrez les chercher à tel endroit. Non. Alors attendez, on va revenir, Hervé, peut-être avec justement Bruno Pomar sur la manière dont ça se passe. Il y a des renseignements, il y a des coopérations internationales. Il y a un gros travail de renseignement qui est fait effectivement par les services du ministère de la Défense et les services de contre-espionnage et tout ce qu'on peut imaginer dans ce domaine-là. Et à un moment donné, ils sont localisés parce qu'on dispose quand même de matériel très sophistiqué pour pouvoir savoir où se trouve effectivement ce groupe. Là, il a été sûrement localisé par les forces locales aussi, qui connaissent bien aussi le terrain. Donc voilà, il faut pas. Ça s'est pas fait comme ça. Et quand bien même on aurait donné rendez-vous aux forces de l'ordre, entre autres à ces commandos, la stratégie aurait sûrement été autre. Voilà. Donc non, il faut pas imaginer des choses extraordinaires. C'est le terrorisme malheureusement, j'allais dire classique, qui existe. Et ces gens-là, ce groupuscule était là pour faire, à mon avis, le lien avec sûrement une antenne beaucoup plus puissante de terroristes, soit d'Al-Qaïda, si encore elle est vraiment existante là-bas. Je vous propose, c'est l'arrivée des deux cercueils, moment très solennel, dans la cour de l'Élysée. Ils sont protégés, les militaires. Ça, c'est les gens des forces spéciales, donc ils sont évidemment... Ils ont le visage masqué. Ben oui, c'est des gens qui vivent, encore une fois, je dis, ces unités-là vivent, je dirais presque dans la clandestinité pour pouvoir être... Surtout ne pas être reconnus, parce qu'ils interviennent évidemment sur des théâtres d'opération j'ai dit très pointus. J'ai dit la cour de l'Élysée, c'est évidemment la cour des Invalides, image très impressionnante. C'est des bérets verts, des légionnaires. C'est des bérets verts, des légionnaires avec un foulard sur le visage. Qui ont eu une préparation très spéciale. Il faut savoir que c'est très très dur les tests d'entrée dans ces commandos-là. Et c'est vraiment l'élite de l'élite, parce que la Légion est quand même des régiments, ce sont des régiments de très haut niveau pour intervenir sur ces théâtres d'action. On a franchement des frissons en regardant ces images, beaucoup d'émotions. On voit les décorations également de ces deux commandos, de ces deux militaires qui sont les décorations qu'ils ont obtenues par le passé aussi. C'est la moindre des choses. Ils vont avoir la Légion d'honneur maintenant. Tout à fait. Voilà. On va se retrouver dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous sommes avec vous en direct pour commenter cet hommage national qui est rendu ce matin aux Invalides, aux deux membres des forces spéciales françaises qui ont été tués la semaine dernière dans le nord du Burkina Faso. Les cercueils viennent d'être portés par leurs frères d'armes, par leur image impressionnante dans la cour des Invalides. Les deux cercueils sont au centre de la cour. On a entendu la cornemuse, qui est l'instrument des marins. Des marins, la marine. Avec un détachement du commando Hubert qui est là, évidemment, protégé. Qu'est-ce que c'est que ce... Alors on voit une sorte de lien qui relie les deux... C'est une chaîne de vie. Exactement. Les nageurs de combat ont ça pour éviter, lorsqu'ils sont en plongée profonde ou autre, tout simplement de se perdre. Voilà. Donc ils restent en... Donc on voit, évidemment vous nous écoutez à la radio, entre les deux cercueils, on voit un lien qui relie les deux cercueils. Sur les cercueils sont posées les décorations de ces deux commandos et puis leur casquette
casquette, leur béret. Ouais. Et au-delà du fait que ce soit des nageurs de combat, ils sont également shooter-ups, ils ont toutes les spécialités, ces gars-là. Donc c'était quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'ils sont capables de partir d'un point A à un point B, à chuter à 8000 mètres, arriver au sol, tomber dans l'eau sur un point bien précis, nager. Enfin, c'est quand même des héros. Ils sont des héros, oui, complètement. C'est ce qui rend évidemment... Parce qu'ils mettent leur vie entre parenthèses, ces gars-là. Ils sont jeunes, ils rentrent très jeunes dans ces unités-là, ils mettent leur vie entre parenthèses parce que effectivement, on les voit pas. Ils vivent terrés, je dirais, dans leur travail, dans leur entraînement, dans leur mission, tout au long de l'année. Voilà. Avec ces images, encore une fois, de leurs frères d'armes qui ont le visage masqué pour ne pas qu'on les reconnaisse, Exactement. pour ne pas qu'on les repère. Question de discrétion. Le président de la République donc, s'est dirigé vers le pupitre. Je vous propose d'écouter les premiers mots. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le chef d'état-major de la marine, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers mariniers, sous-officiers, quartiers-maîtres et matelots, soldats, aviateurs, gendarmes. Mesdames et Messieurs, chères familles, la France était encore endormie en cette nuit du 9 au 10 mai, lorsqu'à plusieurs milliers de kilomètres de Paris, au nord du Burkina Faso, nos forces spéciales s'engagèrent pour neutraliser un groupe de terroristes islamistes et pour libérer 2 de nos compatriotes capturés 8 jours plus tôt au Bénin. Voilà. Donc le président de la République, on ne va pas évidemment écouter tout l'hommage qui leur est rendu. Les 2 otages qui ne sont évidemment pas là. Oui, évidemment. Et tous pendant... Ils doivent être débriefés actuellement, je pense, les otages, par rapport à ce que notre ami posait, là, par rapport à leur présence là-bas ou pas, pourquoi ils étaient là-bas. Étaient-ils en vacances, d'après ce qu'on dit? Oui. À voir. Mais effectivement, ils doivent être débriefés par les autorités. Oui, safari ou pas safari, effectivement, Pedro nous dit le tour opérateur dira qu'il ne fait que vendre. Je ne sais pas si c'est un tour opérateur français qui a vendu, je ne pense pas. J'ai interrogé plusieurs responsables de tour opérateurs qui disent qu'eux n'envoient pas de touristes là-bas. Donc, voir comment s'est fait ce voyage. Je pense qu'il y a... Tout à l'heure, pendant l'interruption, on se demandait mais si ça peut arriver dans beaucoup de pays. Le fait que ce soit un safari, tourisme, safari, et pas un homme d'affaires qui va vendre, etc., ça donne une coloration supplémentaire. C'est une cible facile, hein, excusez-moi. Les touristes, c'est une cible facile. C'est une cible facile, mais le côté dérisoire des vacances par rapport... Je vais observer les animaux et je mets en jeu la vie de... Mais est-ce que les gens s'en rendent compte? C'est ça le problème. Ce que je constate, c'est que les codes de communication ont totalement changé. Je pense que l'État, le gouvernement n'a pas mesuré la tristesse, la souffrance de la France après l'annonce du décès de ces 2 militaires et plus, je pense aussi évidemment aux chauffeurs, à côté évidemment de la libération des otages. On a une communication verbale, écrite, gestuelle dans l'espace à laquelle on assiste actuellement, qui a totalement changé, muté depuis l'annonce malheureusement de ce drame dans la nuit du 9 au 10 mai. Mais je pense que les Français le voient et le perçoivent, et ce que je crains, c'est l'effet en creux et en rebond de ce genre de recherche d'effets de communication. C'est-à-dire qu'on voit bien que d'une façon ou d'une autre, on a un pouvoir qui manque d'empathie avec les victimes. Et je pense que pour beaucoup de Français, l'armée française, c'est l'une des dernières institutions qui tient la route et qui tient debout. Et Pourquoi vous dites que le pouvoir manque d'empathie avec les victimes? Parce que c'est évident qu'en effet, quand on a eu des communiqués triomphalistes sur chouette, on a libéré les otages et on se déplace à Villacoublay pour aller les accueillir, beaucoup de Français se disent oui, mais alors les veuves éplorées, on en fait quoi? Est-ce qu'on peut avoir ce sentiment de triomphe quand
2 soldats, en effet de l'ombre, sont morts. Et je crois que cette façon, une fois de plus, de dire l'armée, tout le monde a en tête les propos d'Emmanuel Macron face au général de Villiers sur « c'est moi le chef », je pense que tout le monde perçoit bien que pour Emmanuel Macron, l'armée c'est un outil et c'est pas un but en soi. Et je pense que c'est mal comprendre la place de l'armée dans l'esprit des Français, car les Français savent qu'une grande partie de la grandeur de leur pays, elle est liée à leur armée et à l'efficacité malmenée ces derniers temps par des problèmes de calcul économique ou comptable de leur armée. Et là-dessus, je pense que là encore, les Français se disent mais Macron fait de la com, mais il n'a pas compris qui nous étions et il n'a pas compris ce que nous aimions. Écoutez, vous pouvez faire le parallèle avec la police nationale aussi en termes de moyens, puisque vous parliez des moyens. Alors, un petit bémol par rapport à ce que vous dites, par rapport à toutes ces forces spéciales qui ont quand même des moyens, je pense au RAID, je pense au GIGN, etc., des moyens, je ne dirais pas ouverts à tout acheter, mais ils ont beaucoup plus de moyens. Mais c'est vrai que de façon générale, vous avez raison. Ils sont en bout de course. C'est-à-dire que là, ils ont été victimes de défaillances en cascade sur la présence française en Afrique. Tout à fait. Il y a incontestablement une erreur de communication d'être allé à Villacoublay. On a un auditeur, pardon de vous interrompre, hier, qui m'a reproché qu'on n'ait pas suffisamment insisté dans l'émission là-dessus, en disant c'est le Léonarda d'Emmanuel Macron. Très honnêtement, on parle vrai sur ce radio. Les Léonarda, il s'est fait ridiculiser, il faut bien le dire, François Hollande, sur cet épisode-là, alors que là, c'est un choix. Simplement, je pense que justement, c'était pas comme d'autres cas, et qu'il suffisait le ministre de la Défense ou le ministre des Affaires étrangères suffisait largement pour les accueillir. D'ailleurs, on a bien vu qu'après, ils se sont rendus compte, ils ont essayé de justifier en disant c'est le président de tous les Français. On a fait libérer, on a fait ce qu'il fallait. On n'est pas obligé de se réjouir au niveau le plus élevé d'une libération qui a eu un tel coup par rapport, encore une fois, à la situation dans laquelle étaient ces personnes qui étaient quand même en train de faire du tourisme. Si on écoute le discours qui vient d'être commencé par Emmanuel Macron, on est à nouveau dans l'espèce de déclamation, dans une espèce de romantisme ou d'esthétisme de l'héroïsme. J'ai eu quelques réactions qui me disent il est ridicule. Je pense que dans le meilleur des cas, c'est ridicule. Dans le pire des cas, je pense que cette façon des planqués de l'arrière qui font un romantisme des gens qui meurent au combat, je pense que c'est mal vécu. Et je pense qu'il faut être très coupé de l'opinion pour ne pas sentir qu'on ne fait pas comme ça, on fait preuve de retenue dans ces moments de douleur-là. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire Un discours sobre, il faut arrêter cette espèce de côté poseur des beaux quartiers. Carl Oli, vous qui êtes responsable politique. Discours du cœur, tout simplement, mais c'était mal embouché dès le départ. Moi, je vous dis, ancien journaliste, j'ai été un peu interpellé sur la forme de communication ou en termes de communication de crise. La première des choses, c'est effectivement rendre hommage à celles et ceux qui ont sauvé, au-delà de celles et ceux qui ont été sauvés. Ça n'a pas été le cas. Et ça commence à être le cas au moment de Villacoublay, où on se rend compte, comme le disait M. Julie, que finalement le président y va, mais finalement il ne parle pas, il est très discret. Dans ces cas-là, on n'y va pas. Il faut qu'il y ait du monde autour de lui pour lui dire, président, ça c'est une connerie. Ne faites pas ça. Aujourd'hui, il y a une faute de communication. N'allez pas plus loin sur le sujet. Maintenant, ce qui est fait ce matin aux Invalides, oui, évidemment, je trouve que c'est un bel hommage. C'est l'hommage qu'il fallait, comme il en aurait peut-être fallu d'autres, mais on n'est pas là pour polémiquer. C'est l'hommage qu'il fallait, avec des images très fortes. On voit la chaîne de vie qui est impressionnante. En même temps, il devient inaudible quand vous dites, l'auditeur dit que c'est pathétique. Oui. C'est pathétique, mais en attendant, on sent quand même qu'il y a un véritable, malgré ça, un véritable désamour de Macron. Désamour de Macron. Je pense qu'il fallait. Oui, non, on a beaucoup de. C'est pathétique. C'est les discours. On a l'impression qu'il joue. C'est ce que je vois. C'est un comédien. On a l'impression qu'il joue. Oui, il faut pas. Vous êtes le communicant. Non, mais moi, autant je suis sévère sur Villacoublay. Autant là, je pense que c'est la moindre des choses que l'on doit à ces deux héros et à leur famille, Après, c'est la forme. Que de rendre cet hommage. Alors après, il est ce qu'il est. Il a sa façon d'être. Moi, est-ce qu'il joue la comédie ? Je pense pas. Et je pense que c'est dans la fonction de président, c'est sûrement des moments extrêmement difficiles, extrêmement compliqués à vivre. D'ailleurs, François Hollande l'a dit à plusieurs reprises, y compris dans un livre célèbre. Donc, voilà, il fait ce qu'il faut faire. Il faut ce qu'il faut faire. Après, il est ce qu'il est. On a Muriel en ligne avec nous. Bonjour Muriel.
Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Vous savez que j'aime beaucoup votre émission. Merci. Je la suis énormément. Par contre, ce matin, vous me faites honte. Pourquoi ? Parce que vous n'attendez même pas la fin de l'hommage qui est rendu à ces garçons et vous commencez la polémique. Et ça, c'est une honte et vous coupez même votre émission avec de la publicité. Alors, je vais raccrocher et je vais regarder la cérémonie sur la télévision. Mais c'est compliqué, Muriel, juste ça s'appelle de la radio, donc c'est compliqué. Le président de la République a commencé à parler il y a déjà près de 20 minutes, donc c'est compliqué c'est aussi, on essaie de vous le faire vivre en même temps, c'est compliqué. Soit on vous le met une extension, on vous a fait écouter le début du discours du président de la République. Après, si vous voulez le suivre, effectivement, vous regardez cet hommage. Sinon, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de l'entendre ou pas la possibilité, et on est là aussi pour commenter et pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc c'est un procès un petit peu dur que vous nous faites. Soit effectivement on diffuse, mais on n'est pas une chaîne d'infos non plus, donc on n'était pas là pour diffuser en entier le discours. On a voulu vous faire écouter les premiers mots du président de la République, vous raconter un petit peu à l'image ce qui se passait, et puis après évidemment oui, on revient sur les questions qui se posent, mais je pense pas qu'on ait été irrévérencieux vis-à-vis de ces militaires. Au contraire, on a souligné le caractère... Vis-à-vis de Macron, je crois. Et vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Je vous fais remonter ce que nous disent aussi les auditeurs. Il faut peut-être préciser qu'aujourd'hui, c'est un hommage de la nation aux soldats. Absolument. Voilà. Et nous avons le droit de considérer qu'aujourd'hui, la nation est mal incarnée. Voilà. Oui. On a... Avis que je ne partage pas. Hein. Oui. Je considère pas que la nation soit mal incarnée. Après, chacun a sa manière d'être. Le président de la République a une certaine manière d'être. Il ne faut pas non plus exagérer. Que peut-il faire dans des circonstances de ce type ? Oui, de ce type. Oui. Et encore une fois, moi, je considère que c'est un devoir de la nation de rendre hommage, devoir vis-à-vis des militaires et devoir vis-à-vis de leurs familles. Qui vont payer un prix qui est incommensurable. Oui, c'est évidemment des moments difficiles, douloureux. On voit les familles dans la souffrance. Et on n'a pas eu l'occasion de souligner suffisamment la dignité de ces familles, notamment ce week-end, la dignité des pères, des épouses et des compagnes. Je trouve que ça mérite ce qui se passe en ce moment. On va écouter, si vous voulez, on va écouter le chef de l'État. Unissant tous ceux qui, dans leur vie, ont porté l'illustre béret vert. Nous pensons à tous vos camarades des forces spéciales qui exposent si souvent leur vie et sont venus en nombre pour ce dernier adieu. À tous ceux de l'opération Barkhane, engagés dans les dunes du Sahel, comme à tous vos camarades militaires déployés partout dans le monde. Car ce sont les armées tout entières qui, ce jour, sont en deuil. Et nous sommes là. Est-ce que votre avis, c'est le président de la République, encore une fois, qui a pris la décision, qui a pris cette décision avec, on l'a évoqué, des questions sur la décision d'intervenir. C'est jamais sans risque, une intervention comme celle-là. Ah ben bien sûr, mais de toute manière, le président de la République en est conscient. C'est lui qui donne le top, le CMA, le chef d'état-major des armées, avec le chef d'état-major des trois corps air, terre, mer, sont là, évidemment, en réunion avec le ministre de la Défense pour décider de l'opportunité d'intervention, avec les éléments que leur renvoient les forces spéciales qui sont sur place, en disant on peut pas, on peut dans telle conditions. Mais ils sont capables, même les forces spéciales, de dire effectivement qu'il y a des risques à 70%, des risques qui est des dommages collatéraux, comme on dit. Souvent, ça aurait pu être les otages eux-mêmes Mais ça fait partie de ces missions à haut risque, au même titre que les prises d'otages, je dirais, classiques que nous faisons avec le RAID ou le GIGN en France. C'est ça, je dirais pas que c'est aléatoire, je dirais pas jusque-là, mais c'est des risques qui sont énormes et le résultat, il est pas assuré à 100%. Ils le savent. Et les militaires le savent aussi. Oui. Alors Muriel, je ne sais pas si elle nous écoute, on a Claudine qui nous dit « Je coupe Macron, je ne supporte pas sa fausse empathie ». Bon, ça, c'est le rejet d'Emmanuel Macron, quoi qu'il fasse, de toute façon. Alors, je pense que c'est le vrai sujet, d'ailleurs à travers la crise des Gilets jaunes, c'est cette espèce de rejet qu'il suscite dans une partie de l'opinion, pas la totalité, mais une partie de l'opinion, qui s'explique de manière très, très diverse, sans doute par
notamment, à mon sens, par le fait qu'il a trop de présence, trop de paroles, trop de communication organisée. Il cannibalise. Et que donc ça se retourne contre lui. Même dans des moments aussi forts que ça. Même dans des moments... Alors que quand il y avait eu l'hommage au colonel Beltrame, tout le monde avait reconnu qu'il avait fait un discours particulièrement bien... mais le cas était différent aussi. Il y avait pas. Je ne doute pas un seul instant pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises. De la sincérité. De la sincérité, effectivement, du président. Ce qui est terrible, c'est la mise en scène et la participation dans le faire savoir qui est jouée ici à côté et peut-être qu'on doit, ou à une mauvaise organisation, à une mauvaise méthodologie, comme vous dites, ou trop parler fait qu'on devient inaudible. Trop de communication nuit à la communication. Ça c'est clair. On se retrouve dans un instant avec vous, vos commentaires 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio en direct jusqu'à midi pour commenter l'hommage solennel qui est rendu à nos 2 membres, nos 2 militaires qui ont été tués en fin de semaine dernière. Le président de la République s'exprime en ce moment même devant les 2 cercueils, devant les familles, devant les frères d'armes de ces 2 soldats dans la cour des Invalides. C'est un discours qui est diversement apprécié par vous, auditeurs de Sud Radio. On a Paul en ligne avec nous. Bonjour Paul. Oui, bonjour. Moi, mon sentiment est partagé. Moi, c'est un véritable gâchis parce que 2 soldats d'élite, un guide pour 2 pimpins qui sont allés faire du tourisme dans une zone un peu dangereuse. Et au-delà de ça, c'est cette récupération politique. On voit Parly, c'est réussi. On voit Blanquer, il veut nommer des écoles au nom des soldats, tout ça. Ça, c'est minable. Honnêtement, c'est minable. Aujourd'hui, c'est le recueillement. Oui. On s'incline devant le courage de ces gens qui ont donné leur vie pour sauver des gens. C'est le sacrifice ultime, donc on doit reconnaître ça et s'incliner là-devant. Et après, il faut arrêter cette récupération politique permanente. Il faut arrêter cette communication. Ce gouvernement et ce président, ils sont désastreux parce qu'ils veulent toujours récupérer tout ce qui se passe de bien, comme si c'était eux qui l'avaient accompli. Aujourd'hui, ils n'ont rien fait du tout. Macron, il a donné l'ordre, c'est tout ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, je pense que la France a besoin de se ressouder, mais elle va se ressouder contre Macron. S'il continue comme ça va mal se finir. Et aujourd'hui, ce serait la mémoire de ces soldats qu'il faut honorer. Il faut arrêter de vouloir récupérer en permanence. Moi je trouve ça d'une indignité totale. Oui. C'est indigne. Oui, mais vous êtes nombreux, donc je rejoins sur Muriel qui nous a sûrement quittés, qui ne nous écoute plus, mais vous êtes nombreux à être quand même sur cette ligne-là. Elle nous reprochait de faire de la polémique. Tintin nous dit, le président de la République, même dans cette situation, fait de la com, manque d'empathie, de sincérité. Ce président ne comprend pas son peuple, donc la polémique, elle est bien là. Et vous percevez de façon assez négative la manière dont le président met en scène cette cérémonie et d'une manière, c'est ce qui s'est passé. Il ne faut pas être justement faire ce que l'auditeur vient de reprocher, c'est-à-dire aller trop vite dans les conclusions, parce que les gens qui réagissent sont les gens qui ressentent quelque chose, mais vous n'avez pas la totalité de vos auditeurs. Vous n'avez pas la totalité de vos auditeurs, donc il faut être prudent, mais je crois que notre auditeur a raison sur un point, c'est qu'on veut aller trop vite en communication. Il a cité Blanquer, il a cité, etc., Parly. Je crois qu'effectivement, on devrait être plus mesuré et attendre un peu le temps. Il y a des temps pour tout. On décidera un jour de mettre des écoles et de donner le nom, très bien. On n'est pas obligé de le dire tout de suite. Ils vont trop vite. Voilà. Ils vont trop vite. Mais en même temps... On est dans une société où ça va trop vite. Je comprends vos auditeurs, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez ? Même si le style ne plaît pas à tout le monde, le président de la République, c'est à minima lui qui doit être présent aujourd'hui aux Invalides. Donc après qu'on n'aime pas les styles, on peut le comprendre. Un peu de pudeur et d'humilité dans la présentation des choses, ça ne ferait pas de mal. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bruno, ce qu'on voit en ce moment ? Il y a un détachement des forces spéciales qui sont là, qui sont recueillis derrière la dépouille de ces 2 soldats d'élite. Ces troupes, le commando Hubert, c'est une centaine de spécialistes très très affûtés. Ensuite, il y a évidemment les bataillons de la Légion étrangère qui sont présents aussi dans ces pays. Mais là, on a l'élite de l'élite qui sont capables effectivement d'intervenir sur tous les théâtres de guerre. Et qui sont reconnus mondialement. C'est pas seulement en France où on fait cocorico. Non. Nos unités d'élite sont reconnues mondialement. Je parle en même temps du RAID et du GIGN aussi, parce que ce sont des unités prestigieuses. On voit en ce moment que la Légion d'honneur va leur être remise, va être épinglée sur les cercueils. La croix de la valeur militaire aussi. Est-ce que dans cette unité, il n'y a que des Français, ou c'est comme la Légion étrangère, il y a d'autres... ressortissants qui c'est la Légion étrangère, c'est ça, des gens issus de la Légion étrangère. Donc ça peut être des Allemands, des Yougoslaves. Tout à fait, qui sont entraînés, qui passent des tests
hyper difficile, évidemment, pour pouvoir rentrer dans ce fameux commando. Donc, c'est les représentations de la Légion étrangère, des éléments représentant la Légion étrangère, pour la plupart. Ils sont casernés où ? Saint-Mandrier. Où ils peuvent, évidemment, la mer est à côté, comme on dit, pour travailler sur tout ce qui est maritime, également sur les airs, évidemment, mais là, il y a moins de problèmes pour travailler en tant que shooter ops. Et je vous dis encore une fois, c'est des spécialistes de tout. Ils sont capables de poser, ils sont spécialisés en artificier pour certains, bref, sniper, tireurs d'élite également. Et ils sont appuyés, parce qu'on parle d'eux, effectivement, mais ils ont à côté des détachements aériens avec des pilotes d'hélico qui sont très très bien entraînés, spécialisés aussi dans ce genre d'approche. Je vous propose d'écouter l'hommage. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. En même temps pour les enfants, pour la famille. Après, on ne peut pas faire. Je pense que c'est normal, quoi. C'est reconnaissance de la nation. Le président semble en tout cas sincèrement ému quand on le voit sur ces images. Il s'incline devant les cercueils. Il faut dire que le visage de la douleur des épouses, notamment, est quand même poignant. Oui, des familles avec des gens effectivement en larmes. Emmanuel Macron, donc c'est lui, Cédric de Pierremont et Alain Bertoncello. Mort en héros pour la France, le sacrifice des hommes prouve qu'à leurs yeux, rien n'était plus important que la mission ou que la vie des otages. C'est évident, c'est de l'abnégation totale. Quand ils doivent partir en mission, ils le savent, les risques encourus sont énormes à ce niveau-là, et malheureusement, on n'a qu'à déplorer malheureusement deux de nos compatriotes sur ces dernières opérations. Il faut rappeler qu'il y a 25 soldats qui sont morts pendant cette... Sur une période de plusieurs mois. Donc, je pense que ça nous ramène à la question de pourquoi est-ce qu'on y est. Et pourquoi est-ce qu'on y est et pour quels résultats, c'est aussi la question. Ça, c'est une deuxième question. Mais pourquoi est-ce qu'on y est ? Je pense que si on laisse se développer, comme on l'a vu d'ailleurs avec l'Irak et la Syrie, c'est ensuite c'est une manière de protéger la France et l'Europe que d'essayer de contenir en Afrique la victoire des terroristes. Oui, ça, on le comprend bien. Je pense que la France n'a jamais abandonné ses enfants. Mais pardon, le sentiment qu'on a quand même pour reprendre... Un gâchis. Quel gâchis. Non, mais là, en l'occurrence, mais la présence militaire bien sûr. En Afrique est une manière il faut bien le dire, me semble-t-il, de protéger la France et l'Europe des excès du terrorisme. Oui, 24 soldats depuis 2013. Oui. Est-ce qu'on y met assez de moyens ? C'est ça le sujet de fond. Ça, c'est une autre question. Je vois quand même qu'il y a eu de nombreux blocages à Bercy pour limiter le financement de ces opérations. Et un jour, il faudra savoir si oui ou non le ministère des Finances a mis en péril la vie de militaires français par des petits calculs qui systématiquement visent à réduire les budgets. J'irai pas jusque-là. Est-ce que c'est la question qui se pose aujourd'hui ? Non, la vraie... Non, je pense pas quand même. Je pense que c'est excessif, votre approche. Je le pense pas. Je pense aux soldats morts en Afghanistan. Je pense à la stratégie, par contre. Parce qu'ils étaient mal équipés. Non, mais moi je pense plutôt à la stratégie politique depuis quelques années. Et le départ de ce terrorisme terrible qu'on vit en Afrique, c'est la Libye. Rappelons-nous, Kadhafi, juste ça. Ouais. Monsieur Sarkozy s'est gargarisé d'avoir sauvé la terre entière en faisant neutraliser Kadhafi. Et Kadhafi l'avait bien dit d'ailleurs quelques années avant en disant si on touche à un de mes cheveux, le terrorisme et l'immigration va fondre sur l'Europe. Il ne s'est pas trompé, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Il faut savoir que ça a déstabilisé énormément tous ces pays. Kadhafi tenait tout ça. Il y a un vrai sujet sur effectivement les moyens dont dispose l'armée. Il faut rappeler que, par exemple, on est dépendant des Américains pour les drones. Oui. Ouais. Et que l'opération n'a été possible que parce que les drones américains, il y a une coopération avec les Américains.
c'est clair que si on veut lutter contre le terrorisme, on a besoin de moyens supplémentaires et militaires supplémentaires. Mais pas seulement français. Parce que l'idée qu'on en a, c'est qu'on est aussi esselé sur ces terrains. Et qu'il faut qu'on ait un peu plus peut-être de solidarité avec un certain nombre de pays. Les Allemands, par exemple. On n'arrive pas à les convaincre. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les convaincre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, puisqu'on n'est pas... Et là, c'est certainement un enjeu, effectivement, pour les prochaines élections européennes, par exemple. La question, quand même, qu'est-ce qu'on y fait? Une force européenne. Et pour quel résultat? Et est-ce qu'on doit y rester? Est-ce qu'on a aujourd'hui... On ne peut pas gâcher cette influence que nous avons et cette présence dans le monde que nous avons. En revanche, il faut qu'on ait un arbitrage clair. Si nous voulons préserver l'héritage que nous avons reçu d'un rayonnement international de la France, il faut débloquer des moyens. Il faut arrêter de sacrifier l'armée sur l'autel des politiques sociales. Par une armée européenne. Là, on aura une armée européenne, avec des régiments étrangers. Personne n'en veut de cette armée européenne. Oui, mais pourtant, ça serait le moyen de trouver des moyens. Oui, mais non, c'est un problème de choix en France. Ça, je suis entièrement d'accord. Donc, quels sont nos objectifs majeurs? Je voyais le clip européen là, où il disait sécurité des frontières, etc. C'est incontestablement, ça doit être incontestablement une de nos priorités. Sinon, ça sera de plus en plus grave. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir été là pour commenter cet hommage national. Bouleversant, en tout cas, de voir ces familles réunies dans la cour des Invalides. Cet hommage solennel qui leur a été rendu ce matin. Merci à vous. À suivre dans un instant, André Berkoff.